Bonsoir, bienvenue sur FN Geek. On va reprendre un volet qu'on avait déjà abordé dans un live précédent il y a déjà longtemps. 2 ans. Salut les amis. Alors ce soir on va parler de l'acclimatation des poissons et des 3 phases de l'acclimatation des poissons. Ce qui va nous permettre d'aborder ensuite les questions de population, les questions de calendrier dans les ajouts de population, de gérer au mieux les maladies et d'éviter des pertes qui sont toujours un déchirement pour le cœur. Bonsoir. Alors je vais essayer de vous présenter la chose de la manière la plus simple, parce que vous avez déjà un certain nombre de publications sur le sujet. Et en fait, très franchement, qu'est-ce qu'on a à savoir, nous, aquariophiles? Est-ce qu'on a besoin de savoir exactement ce qu'on va faire dans les salles d'unpacking, repacking? Ou est-ce qu'on a besoin, nous, d'avoir un savoir pour l'aquariophilie? On va pouvoir aussi un petit peu parler du principe des transits. Bonsoir les amis, je vois que ça arrive doucement. L'histoire des transits, notre ami Fabrice qui en parlait cet après-midi. Effectivement, la façon dont sont pêchés les poissons, sont stockés sur place les poissons, et puis ensuite sont vendus, et quelquefois, même en transitant vers des formes de plateformes où on peut acheter des lots entiers, euh, un petit peu comme on fait avec des céréales ou des fruits qui vont changer de propriétaire sur le bateau qui les amène d'un endroit à un autre. Donc, la question qui nous concerne en premier, c'est nous avons un aquarium, nous avons un décor, nous avons prévu une hydrologie en fonction du décor. On va commencer à aborder, je vous ai mis le programme dans les modules suivants, l'hydrologie dans la décantation, le refuge, etc. Toute la partie qui est sous l'aquarium. Et toujours donc dans cette méthode naturelle. Et puis ensuite, on va reprendre à nouveau le sable dans ses parties, etc. Donc on fera une petite synthèse à la fin où on fera un jeu de questions-réponses si bien sûr ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéressera. Salut, salut. Alors donc, euh, il y a 2 façons donc aujourd'hui d'acheter les poissons. Il y en a une qui est en train de prendre de l'essor, euh, qui, euh, qui est la VPC, qui nous permet d'éviter de nous déplacer. On a, pour ceux qui pratiquent l'aquariophilie depuis un certain nombre d'années, on a constaté que le nombre de petits magasins vraiment s'est cassé la gueule, et que on est obligé maintenant de faire un petit peu de route, à moins vraiment qu'on habite Paris, on est obligé de faire de la route pour aller acheter et choisir nos poissons en les voyant. Sachant aussi que, chose importante, c'est qu'avant de pouvoir acheter ces poissons en les voyant et en sachant à peu près ce qu'on achète, il va nous falloir une certaine connaissance de l'aquariophilie et des poissons. Pour un certain nombre d'entre nous, avoir eu déjà les points blancs, par exemple, qu'on va pouvoir identifier dans l'aquarium s'il y a les points blancs dans l'aquarium de notre commerçant. D'éviter des poissons trop maigres, ou de les prendre en conscience, etc. Il y a beaucoup de facteurs, et l'un d'entre eux, par exemple, c'est le fait que si vous vous approchez de l'aquarium, et qu'il y a, je sais pas, je vais vous dire 10 flavescences réparties dans des aquariums, vous vous approchez, et je vais vous le conseiller, celui qui vient vous voir, tant qu'à faire, prenez celui qui vient vous voir et qui a déjà pas peur de vous.
Certains, vous arrivez, et ben ils vont aller se mettre au fond du bac. Et si c'est le seul chirurgien jaune, combien d'entre nous vont dire, bah non, non, bah lui, ce sera pas lui parce que le courant passe pas. Bah, je peux vous le dire, vous n'êtes pas nombreux. Puis en VPC, eh bien, c'est la loterie. Alors de cette loterie, qu'est-ce qui sort? Il y a plusieurs choses qui sont fondamentales. Fabrice vous disait, alors il a pris un exemple un peu extrême de poissons qui arrivent, qui sont déballés, remis dans une nouvelle eau, puis remballés, puis réexpédiés. Donc certains font ça, mais en France ils sont peu nombreux. Et effectivement là, on prend on prend un risque parce qu'en fait le poisson subit beaucoup de stress, de différents stress, dans un laps de temps très court. Alors, est-ce que ça va faire de la casse? Oui, ça va sans doute faire de la casse. Par contre, on peut le prendre d'un autre point de vue, c'est-à-dire que les poissons qui vont supporter ça vont être vont être passés de la mer à votre aquarium en peu de temps, et de ce fait-là, euh, euh, encaisser un très gros stress, et puis après, ils vont mettre une semaine, 10 jours, 15 jours, et paf, et même certains, même le jour même, vous êtes surpris en fait. Hein. Euh, c'est comme si ils n'avaient pas voyagé. Donc, et statistiquement, donc quand j'ai travaillé chez Aquaflore, on travaillait avec, une holding avec la société Hippocampe qui était un grossiste à Orly, et puis une pêcherie, enfin, euh, il y avait une pêcherie et puis des achats à des petits artisans en fait, pêcheurs, qui livraient leurs poissons pour donc je sais même plus le nom, Blue, je sais plus quoi, bon, Blue Bali, un truc comme ça, Bali Blue. Donc ça arrivait, c'était empaqueté, ça arrivait à Paris et en fait, bah nous, ça arrivait direct au magasin. Ça allait pas chez l'importateur. On était livré direct. Donc les poissons arrivaient et on les vendait, nous on les gardait. Ils arrivaient le jeudi et on les vendait le samedi. Ça peut vous surprendre, mais je peux vous dire que statistiquement, c'était pas une catastrophe. Alors, ce sont des choses qui sont compliquées à expliquer et évidemment, moi, dans ces lots de poissons, la première étude que j'ai faite, sachant qu'on m'avait dit attention, c'est un mouroir, gna gna gna, tu vas dans l'usine. On débitait par rapport à un grossiste, un grossiste de bonne taille, on débitait que 1000 poissons par semaine. C'était pas si énorme que ça, 1000 poissons. Mais par rapport à un petit magasin, évidemment que c'était énorme. Donc, c'est ce que je vous explique. Je me suis même instinctivement à faire un petit peu des statistiques, à me dire bon alors est-ce que c'est j'étais méfiant. Et en fait, en appliquant ce que j'avais appris, c'est-à-dire le repérage des premiers symptômes des maladies, euh, le- certains principes tout bêtes, hein, d'appliquer les traitements tout de suite, et hein, eh bien, ma casse, elle était vraiment ridicule. Et je voyais que par contre, dans d'autres magasins, dans les mêmes conditions, eh bien, ils avaient une casse monumentale, ou dans des conditions comme à l'époque, on avait une Guyenne qui était très importante, qui travaillait avec les grandes surfaces. Eh ben, chez Guyenne, on avait de la casse à mort. Et quand j'ai suivi ma formation d'animalerie, les jardinants qui faisaient de l'eau de mer dans la couronne lyonnaise, ils avaient des casses de plus de 90%. Donc, évidemment, alors là, c'est absolument pas rentable pour eux de le faire. Alors, il y a une question personnelle, hein. Et là, vous voyez, on amène une nouvelle donnée, c'est-à-dire qui le fait, comment c'est fait, et est-ce qu'ils vont mettre en vente, est-ce que voilà. Alors, il y a, j'ai une autre histoire à vous raconter par rapport à ça. Quand je suis arrivé, j'ai travaillé pendant quelques temps au Leclerc de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, qui avait une animalerie d'une bonne taille, où bah, j'ai été appelé en catastrophe en fait, et je suis arrivé,
le magasin, tous les aquariums, en fait, tous les poissons étaient malades, et puis des surinfections, 3 maladies, enfin, hallucinant, hallucinant, hallucinant. Et il fallait passer 20 fois par jour pour ramasser les morts de l'hécatombe. Donc le gars qui était là était un lamentable nul, et ça c'était déjà une chose. Mais je suis allé voir la direction et j'ai dit non là, faut fermer quoi, faut fermer, faut fermer. Et dans des structures comme ça, eh ben c'est quasiment impossible de faire entendre la raison. C'est la raison du pognon d'abord. Et même qu'on leur explique précisément, mais écoutez, vendre des poissons malades qui vont aller flinguer les aquariums de nos clients, quand ils vont revenir avec le sac en gueulant, avec raison, hein, bah c'est vous qui allez descendre, puis c'est vous qui allez leur répondre. Et si vous leur dites merde, bah il va falloir que vous assumiez de dire merde. Et vous les perdrez, ces clients-là. Alors que ne pas vendre, bah oui, c'est perdre le chiffre d'affaires là, ça va être moins beau sur la courbe, hein, parce que vous savez, chez Leclerc, dans les grandes surfaces, on a toutes les courbes avec le chiffre d'affaires journalier, l'objectif avec la menace d'une pompe dans le cul, qui doit toujours être tenu ou au-dessus, et fermé, alors ça, bah, c'est pas possible. Donc évidemment, bah, dans des magasins qui fonctionnent comme ça, vous avez 95% d'avoir des problèmes parce que les gens ne sont pas qualifiés, les gens ne respectent pas les animaux, les dirigeants ne respectent pas les animaux, et donc bah, vous pouvez récolter 3 maladies, 4 maladies sur un seul poisson qui va vous niquer votre bac, mais grave. Donc les poissons ne sont pas désinfectés, ils ne sont pas traités pour les points blancs, ils ne sont pas traités pour l'oudinium, ils ne sont pas traités pour les problèmes intestinaux, et il n'y aura pas de primo de diagnostic, parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de... Moi, je suis contre les traitements systématiques à l'aveugle, comme ils sont pratiqués chez des très gros grossistes, ou bah, direct en fait, hein, allez blanc, hein. Pendant un temps, c'était la mode des sulfamides, on traitait au sulfamide, et donc, rappelez-vous, hein, pour les anciens, l'eau était jaune. Hein, donc ça, c'était les sulfamides. Les sulfamides, c'était la criflavine, par exemple. Et en fait, la criflavine a très bien marché pendant un temps, puis d'un seul coup, la criflavine n'a plus marché du tout. On s'est retrouvé avec des bactéries ultra résistantes et des infections de la peau et des surinfections en cas de points blancs, parce que la criflavine ne traitait pas les points blancs. Donc, c'est très compliqué de... C'est un petit peu comme à chaque fois qu'on discute dans des groupes ou sur des forums, euh, il n'y a que des cas particuliers, et ce que j'essaie de faire, moi, c'est de vous synthétiser les choses, mais c'est pas... Les choses ne sont pas si simples qu'elles en ont l'air, quoi. Hein. Il y a toujours un enchaînement de facteurs. Et j'ai vu tellement de gens aller dans des magasins, faire traîner le commerçant pour qu'il garde 3 semaines le poisson, hein, genre des poissons chiants, un petit japonicus, un petit achille, un petit machin. Ah bah oui, je le prendrai quand? Bah oui, mais tu le prends au bout de 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, quand il arrive chez toi, qu'est-ce qu'il fait? Il a été déparasité, il a été remonté de la cave une fois déparasité, il est mis dans un bac, apparemment tout va bien. On attend encore une petite semaine, et quand il arrive chez toi, ah ah! Bon, et toi, tu as droit à la totale. Donc, j'en viens à ce que je dis toujours. Si vous montez un aquarium récifal, le temps que vous fassiez votre population, vous avez un bac d'acclim. Vous avez un bac qui fait acclimatation hôpital. Un petit bac comme ça. Voilà. Regardez ça. C'est petit, vous voyez, ça fait 10 litres. Une petite pompe de merde, vous voyez, genre comme ça. Dedans, une poignée de sable pour éviter les chocs de pH la nuit. Voilà, ou un petit corail. Vous avez un corail mort, hop, vous mettez ça là-dedans. Il va fondre, il va compenser la différence de pH. Et puis, bah, vous le gardez là-dedans. Une fois qu'il est là-dedans, bah, vous allez voir. Et bah, très souvent, bien sûr, les chirurgiens, ils vont vous faire les points blancs. Donc,
Quand votre chirurgien vous fait les points blancs, eh ben vous le traitez avec ça. Voilà. Et ça vous coûte 2 francs 6 sous. Ah non, on n'est plus en francs. Bah, ça vous coûte combien? Allez, 1,20 €. Voilà. 16 grammes de sulfate de cuivre, 1 gramme d'acide citrique, 1 litre d'eau distillée. Voilà. Ou bidistillée. Vous avez ça. Et ensuite, c'est une dose dérisoire quand vous traitez 10 litres. D'ailleurs, vous voyez la preuve? Regardez mon litre. Où est-ce qu'il en est? Vous voyez le niveau, hein? Et j'ai acclimaté une soixantaine même plus que ça, plus d'une centaine de poissons. Voilà. Bon, j'ai pas eu toujours à traiter au cuivre, mais vous voyez. Donc, quand on, quand on, quand on met dans son aquarium récifal un poisson, on prend des risques, un nouveau poisson prend des risques considérables. Et ensuite, aller repêcher ce poisson, alors qu'on a nos petits coraux fragiles, pas forcément bien accrochés, etc., aller plonger l'épuisette dans l'aquarium, euh, ça va devenir très difficile. Un certain nombre d'entre nous vont avoir la flemme, n'est-ce pas? Donc, ils vont pas pêcher le poisson. Ils vont pas pêcher tous leurs poissons pour les mettre dans un bac hôpital. Et tout va mourir, ou 80%. Voilà. Donc, et c'est ce qui vous arrive, mes chers amis aquariophiles. Malheureusement, que maintenant que ça fait 24 ans que j'écume les forums et les groupes Facebook, eh bien, c'est ce qui vous arrive. Et que j'étais commerçant, donc je sais aussi que bah, j'avais ça, des poissons que je me faisais chier à garder 3 semaines, un mois, que je leur apprenais ma présence, je leur apprenais à manger dans mes doigts. Je vendais des anges, à l'époque on était en francs, je les vendais 1000 francs, c'est-à-dire 150 €, un ange adulte, hein, enfin un ange de 15 centimètres. Je prenais soin à fond, et puis bah les gens, ils me les cassaient, quoi. Et après, voilà, après t'as même plus envie de faire ce métier, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment tout con. Regardez ça, bordel. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à votre bac récifal et par rapport aux animaux qui sont dedans, hein? Ça, je sais pas combien ça vaut, 15 €, 20 €, hein. La petite pompe, c'est pareil, hein. Ça vaut rien. Donc, ça vous permet de sauver des poissons. Bah, faites-le, quoi. C'est vraiment rien. C'est ridicule. Ensuite, quand vous achetez vos poissons, alors non, je vais y venir après, je vais terminer sur ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai un petit peu commencé par la fin, mais je sais que ça c'est quelque chose, c'est un sujet qui est assez important parce que bah, on les voit les chirurgiens partir en michoui, quoi. Donc les chirurgiens sont des poissons extrêmement sensibles au stress. Euh, Ce sont des antilopes de la mer. Et les antilopes de la mer, comme les antilopes de la savane, elles ont les oreilles comme ça, des grands yeux, et le moindre truc, leur cœur monte en tour, et, euh, et elles chopent des stress très 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 forts qui ont des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Alors, quand vous faites quand, quand, quand vous êtes magasin, déjà que vous savez pas traiter en fait ces problèmes de stress avec les animaux, et c'est le cas de tous ceux qui nous mettent des décors dans les bacs de vente, quand ils ont des débits importants, c'est ridicule en fait. Ils vont favoriser le stress chez les poissons qui sont censés vous vendre sain. Alors, si en plus le magasin donne des habitudes au poisson, qui va faire son territoire dans l'aquarium, qui va aller se cacher dans une pierre, l'attraper, ça va à nouveau être un super stress parce qu'il va avoir pris des habitudes, parce qu'il va s'être approprié un terrain et qu'il aura lutté pour le prendre et que quand vous allez encore une fois le pêcher, le transporter puis le mettre dans un nouvel environnement, il doit recommencer depuis le début et ça l'épuise. Donc un certain nombre de poissons vont refuser de manger par exemple pendant plusieurs jours et certains, ça va être fatal. Ils vont à ce moment-là développer des carences. Euh, Normalement, un magasin qui travaille convenablement,
eh bien, il doit, par exemple, distribuer des vitamines à ses poissons. Euh, à l'idéal, il devrait même, au départ, leur filer un complément en vitamine D. Hein. Puisqu'en fait, s'ils ont eu 4 jours de transport, pendant 4 jours, ils n'ont pas eu de soleil. Donc, ils font une carence en vitamine D. Comme les poissons ont un métabolisme rapide, eh bien, c'est ce qui peut déclencher dans un aquarium où vous auriez, je vais me dire n'importe quoi, mais 25 clowns. Des clowns vont aller manger les yeux d'autres clowns. Ou des antias vont aller manger les yeux de leurs copains. Ou des demoiselles. Et vous vous demandez pourquoi? Bah, parce qu'ils vont chercher la vitamine D qui est dans les yeux. Donc on en arrive même à des formes de cannibalisme. Et le foie, l'attaque du foie aussi. Donc on peut en arriver à des phénomènes de cannibalisme simplement par des carences qui auront été développées dans un transport lent. Alors il y a autre chose aussi importante, parce qu'en VPC, avant les chaufferettes c'était pas très au point, hein, et même quand c'était au point et que vous avez un transport qui dure 4 jours, et qu'on est en plein hiver, je peux vous dire que les caisses de transport, elles arrivent, l'eau parfois, bah, elle est à 12 degrés. Je l'ai même vu une fois à 8 degrés. Donc des poissons qui vivent à 26, à 8 degrés, ils sont en catalepsie totale, ils sont couchés dans le fond du sac, et même leur respiration est presque imperfectible. Ça bouge quasiment pas. Donc là, le gars qui tout de suite sort son petit tuyau là, hein, pour nous faire son goutte à goutte, il met le goutte à goutte et puis bah, le poisson il est mort, hein, il est clairement mort. Donc le pH du sac s'est cassé la gueule. Alors ça c'est un facteur important. C'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Là, il y a des choses qui sont très dans le détail chez certains importateurs. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais parler pour nous. Pour nous, ça peut arriver que le transporteur ait du retard et qu'un colis soit livré le lendemain. Alors, il ne faut pas paniquer. Il faudra simplement suivre ce que je vais vous expliquer. Il n'est pas rare, quand on fait de l'import, qu'on ait ce genre de problème. De plus, pendant que nous, c'est l'hiver, c'est la saison haute de l'autre côté. Donc, c'est le moment où on peut avoir des prix intéressants. C'est le moment, voilà, où les magasins peuvent toucher des lots, etc. Donc, il ne faut pas s'en priver. Mais dans ces cas-là, il va falloir appliquer quelques principes que je vais vous développer en dernière partie, puisque maintenant, parce que là c'est un cas particulier, le réchauffement et les grandes variations de pH, ça va concerner ces colis qui ont un retard, d'accord? Donc là, pour faire du généraliste, plus généraliste, quand on passe une commande de poisson en VPC, ah voilà, mais bien sûr, Carlos, oui, c'est bien ce dont je parle. Hein, mais faut bien comprendre une chose. Alors déjà, bien sûr, c'est une notion très importante, le pH. Carlos qui nous parle du pH. Euh, Même déjà, en fait, un transport qui va durer 24 heures, le pH, il va avoir chuté dans le sac. Alors ça se passe différemment quand on a des sacs qui sont bien gonflés à l'oxygène. Euh, En même temps, un sac entièrement gonflé à l'oxygène, c'est pas top non plus. Hein. Donc pour être bien, il faut quand même garder un tiers d'air. Et en fait, il faut avoir une technique pour ça. Et tous les exportateurs ou tous les emballeurs n'appliquent pas forcément ces techniques. On est vraiment, euh, pour l'instant, dans un flou artistique par rapport à ça. Et ça change toutes les données après de l'acclimatation. Ce qui va permettre à des gens qui commettent des erreurs de bien acclimater leurs poissons, entre crochets, hein, et puis aux gens qui vont être un peu plus tatillons, quelquefois d'avoir des problèmes, justement. Donc l'inverse. Donc ce que je vous ai expliqué, les petites boîtes, donc alors si on a un aquariophile avec un peu d'ambition, eh bien on va en acheter 3-4, avec des tailles différentes. Là vous voyez, donc j'ai ma petite boîte noire. Cette petite boîte noire me sert pour tous les poissons jusqu'à la taille de la boîte. Même un chirurgien de 10 cm, je le fous là-dedans. Et
je vais garder sa boîte dans ma grande boîte, dans une boîte plus grande, d'accord, avec de l'eau de mon bac, un peu d'eau de mon bac dans le fond pour le réchauffer. Il se réchauffe tranquillou. J'ai mis ça d'eau pour qu'il soit debout sur la béquille, et ça suffit amplement. Il est là, on le laisse déstresser, respirer lentement, hein, pour que... Bon, ça va. Tu ne vas pas aller au barbecue, mon ami, hein, déjà. Et puis ensuite, donc, on va effectivement placer. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait un petit truc tout bête. Quelquefois, j'utilise une pince à linge, mais vous voyez, c'est un... Bon, alors lui, c'est un vieux tuyau de silicone, maintenant, il a chopé la forme. Mais j'ai mis un coude, hein, et puis j'ai fait un nœud, voilà, qui me permet d'avoir cette partie-là bien dans l'eau, à la hauteur où je mets l'aspiration. Puis, voilà, je fais descendre ça de mon bac. Et là, j'ai un petit robinet, bon, qui a rouillé aussi, ça fait 2 ans qu'il n'a pas servi, vous lui en voulez pas. Un petit robinet comme ça, métallique, ça vaut rien du tout en animalerie. Et là, vous aurez remarqué que sur le dessus de la boîte, eh bien, vous avez un rond ici, hein, vous le voyez. Vous avez un rond, alors normalement, il y a une petite étoile, hein, en plastique, facile à faire sauter. Et puis, regardez bien, je vais essayer de le faire. Non, voilà, toc, voilà. Le robinet s'insère parfaitement dans le couvercle de la boîte. Il est inséré et on va pouvoir régler avec la petite vanne, on va pouvoir régler le débit d'eau qui coule dans le bac, dans ce petit bac. Et là, on va régler au départ, si le poisson a voyagé longtemps, 4 gouttes secondes. Si le poisson a voyagé moyennement, mais même jusqu'à 24 heures, on peut aller à 8 gouttes secondes. Surtout avec les gens qui mettent des chaufferettes, il n'y a pas de problème, 8 gouttes secondes. Donc vous voyez un petit peu ce que ça fait, tic, 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 hein, bon. Mais vous voyez les gouttes, d'accord? Puis après, on va augmenter, on va multiplier par 2 à peu près à 16 gouttes secondes. Et puis, alors à 4 gouttes secondes, donc on va laisser cette boîte se remplir. Grâce à la grille, elle peut déborder dans votre deuxième bac en plastique. Vous voyez? Donc la boîte est pleine, elle reste pleine. Vous êtes sûr, une fois qu'elle est pleine, que vous avez, puisque vous avez mis ça au départ, hein, l'objectif c'est de virer la flotte du sac. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, on va vider dans la boîte et on va garder ça. Le poisson va être légèrement couché et on recommence. Et là, on passe à 16 gouttes. Quand vous faites ça, le poisson passe d'un milieu à l'autre de manière tranquille. Il va avoir 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez, parce que vous pouvez laisser goûter sans même avoir à renverser la boîte. Moi, je fais ça, c'est pour éviter à la fin d'avoir encore de l'eau du sac. Je le fais 3 fois, je vide la boîte, je laisse le minimum de flotte. Des fois même, je vais jusqu'à un peu coucher le poisson, hein, pour pouvoir après, simplement, on enlève le couvercle, toc, on emmène la boîte, on la met dans l'aquarium et on verse. Voilà. Et le poisson, aucun contact avec le poisson, aucun filet de pêche qui peut lui enlever son mucus, lui bousiller ses épines, etc. Et un poisson qui a eu le temps à chaque fois, qu'il a une bouffée de stress dès qu'on approche, dès qu'on manipule, dès qu'on fait du bruit, des machins, qui a le temps de reprendre sa respiration. Et puis vous le mettez dans le bac, à l'endroit en plus où vous pensez qu'il peut avoir trouvé facilement sa couche, son abri. Donc à partir de ce moment-là, le poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, en général, il va aller se planquer direct. Donc salut Tanguy, salut Andrea. Donc direct, ils vont dans cet endroit, ils vont tourner dans cet endroit, souvent ils vont aller se mettre dans l'endroit quand vous avez bien prévu, et ça y est, on a fait leur territoire. Donc quand on a ce principe d'avoir aménagé des maisons aux poissons dans le décor qu'on a fait, vous voyez, René au live que j'ai fait antérieurement, hein,
Il y a une synergie là dans tout ce que je vous explique. Vous pouvez emboîter tout ce que je vous explique, pile par pile, et puis bah, ça vous donne une vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire et du gain que vous allez avoir à appliquer cette façon de travailler. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'acclimatation pour chez soi que moi j'ai même fait en magasin. Hein. Et de ce principe-là, donc, j'y reviendrai tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on va aborder la deuxième phase de l'acclimatation, puisqu'en fait, dans le premier lieu, bien sûr, euh, c'était le sujet là de cette petite boîte et de son tuyau. On va changer le milieu, on va supprimer tous ces décalages de pH, de taux d'oxygène, etc. On va évacuer l'ammonium, qui a pu se répandre dans les sacs. On le fait de manière tranquille, on peut le faire sur 3/4 d'heure, sur 1 heure, sans aucun problème. Il y a les petits... Arrêtez le robinet et recommencer après, vous voyez, tant que le poisson reste dans une bonne fourchette de température. Ensuite, par exemple, euh, salut. Alors donc, quand on respecte ces principes-là, alors déjà, on s'évite beaucoup de choses qui peuvent arriver et qui peuvent vous arriver quand vous avez un sac percé, par exemple. Si vous avez un sac percé et que vous flippez parce que votre poisson arrive couché et respirant dans son épaisseur de flotte, hein, dans une eau froide, vous flippez et dans un certain nombre de cas, le premier réflexe qu'on a, c'est d'attraper le poisson par terre, dans le sac, puis pouf, on le balance tout de suite dans le bac. Alors, je dis pas, ça peut marcher pour certains poissons, mais si effectivement, vraiment, il y avait froid, si la densité n'était pas la même, le poisson, il s'est pris une tarte. Alors, c'est pas qu'ils peuvent pas supporter ce genre de tarte. Hein. On voit parfaitement dans la nature des poissons rentrer dans les estuaires, euh, aller dans des ports où il y a de l'eau douce, et puis au contraire, ils y vont pour se déparasiter. Je vous dis à la vôtre. Hein. Donc, l'idée là, c'est que vous avez une méthode facile. Un petit bac d'acclim, vous voyez, c'est vraiment 2 fois rien. Un petit chauffage, les plus petits chauffe-eau là qu'on a, je l'ai pas monté, mais j'en ai un hein, que vous pouvez donc mettre en bas. Vous mettez une petite poignée de sable dans un coin. Il faut pas qu'il soit étalé, puisque quand il est étalé, le sable va permettre au point blanc d'aller se reproduire. Hein. Donc, en cas de quelques doutes que ce soit, vous pouvez siphonner le fond facilement avec un simple tuyau et éviter que justement le parasite vienne s'installer sur le substrat. Donc ça, et là, 10 litres, et ben vous voyez comment c'est facile, comment, dès que vous avez un traitement à mettre, les quantités vont être toutes petites. Hein. Là, ça, on est à 10 millilitres pour 100 litres. Vous avez 10 litres, 1 millilitre. Voilà, votre traitement, il vous aura coûté 0,002 euros. Hein. Donc, une fois qu'on a ce poisson en observation dans cet aquarium-là, on va pouvoir l'observer. Je vous conseille de mettre cet aquarium-là pas à la cave, pas dans un endroit calme. Non, je vous conseille de le mettre dans la maison. Il faut que dans la pièce à côté de l'aquarium, parce qu'il faut que le poisson puisse s'imprégner de l'ambiance de votre maison, du bruit des enfants, de la télévision, de la musique, de vos pas, de vos ombres. Et ce stress-là, s'il le passe tout de suite, alors qu'il vient d'avoir le stress du transport, euh, très vite, en 2 à 3 jours, euh, il, ça va devenir sa normalité. Et son stress va chuter totalement. Alors que si vous l'avez acclimaté à la cave pendant 3 semaines et que vous le montez ensuite dans votre aquarium, et alors qu'il y a la télé, la musique, les enfants, vos ombres devant l'aquarium, vos mains dans l'aquarium et tout ça, et qu'il vous voit pas, il vous a pas vu comme ça, eh ben il va restresser puisque moi c'est ce que je vous conseille, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Vous entendrez sans doute d'autres avis. Mais
Pour moi, le poisson, quand on le met dans le bac, la seule chose qui lui reste à faire, c'est faire sa place dans la population qu'il y a déjà dans l'aquarium. À partir de ce moment-là, son niveau de stress est vraiment minime. Et vous y gagnez, il ne déclenchera pas de maladie. Parce qu'un poisson qui est cool, il ne devient pas malade. Voilà. Et comme vous l'avez bien nourri dans votre bac d'acclim, ce sont des problèmes donc, que vous n'aurez pas après. Voilà. Donc vous allez le redynamiser, lui faire un bon shoot de vitamines, lui filer de la nourriture aillée. Il développe les points, vous le traitez au cuivre. Il est tout maigrichon et vous voyez qu'il a des merdes bizarres, filamenteuses, blanches, l'anus rouge. Vous pouvez l'observer facilement, il va pas être caché dans le décor puisqu'il n'y a pas de décor. Voilà, au bout d'une semaine que vous l'avez, vous pouvez lui mettre un petit bout de PVC à sa taille pour qu'il puisse rentrer dedans. Il va aller dormir dedans. Il va être hors dehors du courant. Il va être voilà, il va se détendre. Et quand vous faites ça comme ça 3 semaines, 1 mois, eh bien c'est magnifique. Le poisson, vous le mettez après dans votre bac. Il y a très peu de chances pour qu'il déclenche une maladie. Voilà, vous avez divisé par, sans mentir, par 75%, 80% les chances que votre poisson développe une maladie. Est-ce que c'est négligeable, hein, en ces temps de coronavirus? Bah, donc, ça, c'est vraiment une méthode qui marche. Si toutefois, il a des vers, donc, le dernier en date avec qui j'en ai discuté, c'était François-Xavier d'ailleurs, qui a appliqué ce principe sur ses poissons. Il les a traités. Donc, on utilise un traitement qu'on utilise aussi en eau douce avec les discus, qui va traiter les vers intestinaux, en fait, et qui est un usage vétérinaire, et qu'on donne aussi aux animaux. Hein. Donc, le flagile, c'est un traitement qui est assez connu. Et c'est tout bête, hein. Il suffit d'écraser un comprimé entre 2 cuillères à soupe, et entre 2 cuillères à soupe, ensuite vous mettez ça dans un petit flacon de test que vous fermez, vous secouez avec de l'eau de mer pour bien mélanger, et puis vous pouvez le mélanger à la nourriture, et, euh, et puis bah, vos poissons, vous allez leur traiter les vers de cul. Et parfois même des vers qui vont être installés dans les entrailles et qui sont à l'extérieur du système digestif. Donc, voilà deux médicaments que je vous donne ce soir qui sont vraiment basiques dans la pharmacopée aquariophile et que je ne peux pas vous dire autrement que de vous les conseiller parce que c'est pas cher, parce que vous pouvez euh, ça vous demandez à votre pharmacien, le cuivre, il vous fait ça, voilà quoi, vous téléphonez, le lendemain vous avez votre truc ou l'après-midi. Hein. Et ensuite, donc, vous avez une grande autonomie de traitement et d'acclimatation possible. Il faudra toujours veiller, néanmoins, à ne pas traiter les poissons qui meurent du cuivre, hein, ni les crevettes, ni voilà. Ce qui est le grand handicap dans votre aquarium récifal. Il n'y a pas de médicament efficace dans l'aquarium récifal pour les points blancs. Il n'y en a pas. Donc, que les choses soient claires, le Tramazin, c'est bien gentil, ça va vous soigner les points blancs et ça va flinguer votre bac. Bah. Donc, le Tramazin peut être un médicament utilisé dans le bac d'acclimatation, à ce moment-là avec des poissons qu'on aura pêchés, dans des cas extrêmes, ou alors pour une raison de surinfection. Puisqu'en fait, c'est bien le problème dans ces maladies, c'est que la plupart des maladies de peau sur les poissons déclenchent des surinfections bactériennes. Hein. Donc ça, c'est un petit peu comme le coronavirus. Le coronavirus ne tue pas, ce sont les surinfections qui viennent qui tuent. Donc voilà, il y a le Bactrim qui est très connu. Alors ça sont des remèdes assez anciens, mais qui marchent parfaitement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un emballage? Est-ce que vous voulez que je vous mette une étiquette nouveau, le traitement Reef and Geek? Bon, ben non, le truc, il est dans des bouquins de 1970.
Donc voilà, c'est tout, quoi. Fait par des docteurs de l'époque. Et ça marche très bien. Pourquoi faire autrement? Voilà, vous faites marcher la tirelire de gens qui aiment bien vous avoir comme esclave. Donc, clamoxyle qui est utilisé pour les dents. Mais alors attention, le clamoxyle, il y a quelqu'un qui fait cette réflexion. Attention, clamoxyle, ce n'est pas un antibiotique à large spectre. Donc, il va pouvoir traiter certaines infections, mais pas toutes. Voilà. Mais je peux vous dire que quand vous avez vu des poissons qui, en 2 heures, perdent leur peau, comme si, comme quand on a pris un coup de soleil et qu'on pèle, hein. Là, et puis bah après, pour les rattraper, ces poissons-là, bonjour l'angoisse. Alors j'ai sauvé un baliste une fois d'une infection comme ça, en traitant directement sur la peau à la bétadine. Mais c'était un gros baliste. Voilà. Un chirurgien ou un pigoplite, il n'aurait pas supporté. L'utilisation de ces médicaments ou de ces là en l'occurrence d'une lotion, attention, ça nécessite un protocole parce que il faut pas mettre la bétadine dans les ouïes du poisson, ni dans les yeux, ni dans la bouche, hein. On applique ça avec un coton-tige et on fait ça proprement. Les points blancs, je l'ai expliqué, hein, c'est le cuivre. Euh, vous interagissez, là, il y a des choses l'extrait de pépins de pamplemousse, alors ça, oui, c'est intéressant, mais c'est pas un traitement. Ton poisson, quand il a l'oudinium, il va crever en 12 heures à partir du moment où tu t'en rends compte. Tous tes poissons l'ont chopé. Alors, faut traiter avec un truc efficace, quoi, vraiment. Si on prend le cas de certains labres, eh bien, eux, ils vont pas avoir ce problème-là parce qu'ils sécrètent leur mucus pour faire leur poche pour dormir. Certaines blennies, de la même manière, comme les poissons perroquets, font une espèce de bulle de mucus. Elles ont donc une capacité à produire à volonté du mucus. Cette, euh, cette formidable capacité va leur permettre d'expulser le parasite et de s'isoler dans leur bulle. En général, on va pas les perdre, ces poissons-là, du problème. Si, on va les perdre si on ne fait rien. C'est-à-dire que le bac, il va exploser. Le nombre de le loudinium, c'est affreux, quoi. C'est boum, boum, boum. Ce sont des explosions nucléaires dans le bac. Donc tous les poissons le chopent. Ça peut vous mettre vraiment un bac à terre, même avec des poissons acclimatés depuis longtemps. Et il faut avoir vraiment une grande expérience pour commencer à laisser des maladies traverser l'aquarium. Euh, Effectivement, quand vos poissons euh, ont 2, 3 ans, 4 ans d'aquarium, ils peuvent encaisser des maladies. Les maladies, ce qui déclenche les maladies est très souvent présent dans les aquariums. Les points blancs sont présents dans l'aquarium. Mais ils ne sont pas une cause de pandémie, hein. Donc, par contre, quand vous introduisez un nouveau poisson qui vient d'un nouveau magasin, ou quand vous introduisez un poisson qui vient des Caraïbes et que vous le mettez dans votre bac d'Indo, s'il n'a pas été dégrillé proprement, dégrillé c'est-à-dire, parce que normalement on garde les poissons 48 heures au moins pour qu'ils fassent caca, dans des bacs où il y a des grilles, pour que le caca soit dessous, bien sûr, hein. Et ça permet donc d'évacuer une grande partie des microbes, des colibacilles, etc., qu'on va trouver dans leur sel. Donc évidemment, si c'est bien fait, on va limiter l'introduction d'organismes qui proviennent des Caraïbes dans le bac d'Indonésie. Mais vous comprenez bien qu'à chaque fois, attention quand vous faites ça. Le poisson, s'il n'a pas un bac d'acclim où vous allez pouvoir le nettoyer, voilà, je vous déconseille parce que bah, c'est terrible en fait. Quand vous faites, quand vous déclenchez une épidémie d'un point blanc de Caraïbes dans un bac d'Indonésie, c'est une hécatombe et réciproquement, hein. Les poissons n'ont pas le système immunitaire, tout simplement. C'est exactement comme nous.
avec d'autres maladies et parasites. Donc cette notion-là, elle est vraiment très très importante dans l'acclimatation. Il faut bien comprendre, bien écouter là tout ce que je vous explique parce que c'est énorme, hein. Ça a des conséquences et que vraiment ça vaut pas le coup de faire son cacou et de dire ouais moi je vais le faire, moi je vais le faire, m'en fous. Voilà, le blond vieux con. Non non, là ça marchera pas. Vous voilà, soit vous avez de la chance, vous jouez à la loterie, ça arrive, hein, ça arrive. Soit, bah, c'est tout, vous allez au casse-pipe. Et c'est bien dommage quand même. On fait pas on n'a pas cette passion-là pour faire des grillades avec nos poissons. Donc, euh, donc ce petit principe-là de garder ses poissons pendant 3 semaines, un mois, dans une petite cuve qui est, oui, ah, c'est moche, oui, il n'y a pas d'éclairage, voilà, oui, machin, mais après, vous le regrettez pas. Parce que vraiment, vous avez, ça vous a laissé le temps de tisser le lien avec les poissons. Ça vous a laissé le temps par la petite trappe de venir, par exemple, avec un chirurgien, lui donner sa nourrice et qu'il fasse connaissance avec vos doigts et qu'il n'ait après plus peur de vos doigts, plus peur de votre ombre puisque vous amenez la bouffe. Vous voyez, le poisson, il a une intelligence basique, il va faire les liens de cause à effet tout de suite, il va comprendre et après son stress diminue. Donc, quand il arrive dans votre bac, il a déjà les bonnes habitudes alimentaires. Il est habitué à vos doigts. Il va venir manger tout de suite. Vous voyez la différence? Il va pas aller se planquer dans le fond du bac terrorisé et puis que vous allez attendre 3 mois avant qu'il vienne dans vos mains. Voire qu'il n'ira jamais parce qu'il sera mort entre-temps. Vous voyez? Donc, ça peut être le cas, par exemple, pour certains centres-piges très délicats, comme le Hawaiiensis. Ça peut être le cas pour tous les kétodons plus. Ça peut être le cas pour des kétodons, ça peut être le cas pour les poissons-anges comme les oxyphipops, particulièrement le xanthométopon qui est très timide. Ça peut être le cas pour l'impérateur, s'il est pris jeune adulte, hein. Le jeune adulte impérateur, faut pas croire, si vous avez déjà eu un impérateur mais que vous l'avez acheté de la taille d'une pièce de 5, ça n'a rien à voir. Dès que vous augmentez la taille, ça n'a plus rien à voir. Mais plus rien du tout. Après, c'est un poisson qui devient difficile. Voilà. C'est déjà pas un poisson simple. J'en reparlerai une prochaine fois parce que j'en discute avec quelques personnes qui ont des problèmes de la maladie des trous et que quelqu'un m'en parlait l'autre jour qui avait un problème de pH et un problème de pH sur certains poissons. Descendre en dessous de 8, c'est rédhibitoire. Et l'impérateur, eh ben, il en fait partie. Si votre bac descend à 7-8, 7-7, la nuit, bah, vous aurez la maladie des trous. Il finira par avoir la ligne latérale bousillée, et puis blanchir, avoir les yeux blancs affreux, puis dépérir, comme s'il avait la tuberculose. Sachant que la tuberculose, donc, aussi existe chez les poissons, que son traitement est extrêmement compliqué, qui est basé sur le traitement d'ailleurs des humains, et que ça vient du Mycobacterium marinum, donc qui est une bactérie qu'on peut trouver même dans nos roches vivantes, hein, ou sur un corail, ou bon. Alors, on le dit jamais assez, il faut aussi avoir une certaine prudence, et en même temps qu'il faut avoir une certaine prudence, il ne faut pas non plus psychoter sur ce genre de choses. Moi, j'ai déjà eu des conus sur des roches vivantes, par exemple. Bon, ils sont pas venus, ils ont pas sauté sur moi comme des zombies sur de la viande fraîche, hein, pour venir me piquer et que je sois mort. Voilà, j'ai eu deux pieuvres à anneaux bleus, et j'ai pris le risque aussi de leur donner à manger à la main. Et puis elles m'ont pas dévoré et elles m'ont pas assassiné. J'ai eu un poisson-pierre qui venait manger dans mes doigts aussi. Donc en fait, c'est pas du tout ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est ce que j'essaie de vous expliquer en amont, c'est-à-dire la façon dont vous allez nouer le lien avec les animaux, dont vous allez comment vous associer, comment ne jamais, comme avec les chats par exemple, ne jamais trahir un poisson, ne pas lui dire ah tiens je te la donne, ah tiens je te la reprends, hein. Si vous jouez le petit enculé du riff, je te donne, j'enlève, ça marche plus. Le poisson, vous l'avez fucké, et une fois que vous l'avez fucké, il va pas être,
il va pas être dans des conditions pour être dans le climat de confiance. Et vous le mangerez un jour, parce que si vous avez besoin de pêcher vos poissons, les poissons qui sont en confiance, vous les pêchez beaucoup plus facilement. Euh, Mon gros naseau, là, que j'avais de 35 centimètres, je lui faisais, viens de garer ici, et ben il arrivait, et puis je pouvais l'attraper à la main. Vous voyez le truc? Et c'est, c'est tout bête, hein? C'est pourtant tout bête. C'est juste une question. Évidemment, on peut pas faire ça avec tous les poissons, hein, mais, euh, mais ça marche, ça marche. Et ça fait partie de l'acclimatation. Parce que la seconde phase de l'acclimatation, c'est dans l'aquarium. Donc dans l'aquarium, quand vous introduisez le poisson, je reprends ce que je disais tout à l'heure, avoir préparé son habitat idéal, à la bonne taille, à la bonne profondeur. Un poisson de fond, il faut qu'il ait son truc dans le fond. Un poisson qui va aller dans les pieds de patate, il va aller dans son pied de patate. S'il a un trou à la taille, il va y aller direct. Si vous achetez un SNUS et puis qu'il y a même que vous ayez joué de la perceuse, hein, pour faire 5 trous dans une pierre et que la petite bestiole puisse passer d'un trou à l'autre pour regarder à 360 degrés dans le bac, eh ben elle est heureuse comme tout. Vous lui avez filé son mirador et elle est heureuse comme tout. Voilà. Donc ce sont vraiment des trucs. Vous voyez, c'est du bon sens simple. Il n'y a pas besoin ni d'être scientifique, ni de parler d'acidité, hein. Non, là, on est en train de parler de trucs tout bêtes que vous pouvez anticiper de vos poissons si vous apprenez les poissons que vous allez mettre dans votre bac et si vous décidez à l'avance. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous avez tout le catalogue sur Internet. Vous pouvez venir. Nous, on est là pour ça, nous poser les questions sur les populations. Voilà. Et c'est pas toujours, je peux vous le dire, c'est pas toujours les poissons les plus beaux, les plus gros, qui deviennent vos petits chouchous dans les aquariums. Les Essénius, par exemple, bah, il y a énormément de gens qui les aiment, les petites blennies, hein, parce que c'est super rigolo à regarder vivre. Donc, un gobiodon, ça peut être sympa. Voilà, les mandarins, le petit baby scooter là, qui se déplace, on croirait une mouche. Bon, franchement, c'est rigolo. C'est pareil, quoi. Ça sont des poissons qui donnent des émotions et même un mandarin, on peut lui donner à manger à la main. Donc, si vous avez ce mois que vous vous attribuez dans le bac d'acclim, ben, vous allez pouvoir commencer tout ce processus et vous y regagnerez après, une fois que ce sera dans l'aquarium. Ensuite, donc, il y a le deuxième point important, c'est que certains poissons, les plus délicats, ne vont pas avoir une acclimatation facile parce que, par exemple, ils auront été traumatisés pendant la pêche ou pendant le transport. Ils auront une peur primale, brutale. La simple vue de votre ombre va les faire fuir. Et si vous les avez commandés sur Internet ou si vous les avez achetés sachant ils étaient allés se planquer dans le fond de l'aquarium quand vous êtes arrivé, mais que vous les avez achetés quand même, ça va pas s'arranger dans votre bac, hein. Donc, pour traiter, il va falloir traiter ça. On en revient à ce petit bac rouge que je vous montrais là. Si vous avez un petit bac comme ça, ben ça sera beaucoup plus facile. Le poisson, je reprends ce que je vous ai dit la dernière fois, mais puisque là, cette vidéo est consacrée à ça, et vous pourrez la partager pour refiler le tuyau à vos amis, pour qu'ils comprennent bien comment on fait pour l'acclimatation des poissons. C'est parce que c'est important, ça peut vraiment sauver tellement de vies. Donc, votre petit, je sais même plus ce que je disais, le petit nouveau donc que vous mettez dans votre bac, bah, quand il a été habitué à vous, à votre ombre, à machin, il arrive dans le bac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller selon l'espèce, en fait, hein, ça va être tout à fait différent. Il va aller se confronter à ceux qui vont lui faire face. Et vous aurez remarqué, dès que vous mettez un poisson de taille moyenne avec un gros poisson, le gros poisson, il vient, il va lui renifler les fesses comme font les chiens. C'est pas forcément agressif du premier coup.
mais ça peut le devenir dans les heures qui suivent. Et quelquefois, le gros poisson assassine le petit parce que, dans son esprit, le petit risque de le détrôner de sa place d'alpha dans l'aquarium. Ça peut arriver avec des chirurgiens. Et quand ça arrive, je peux vous dire que c'est d'une violence inouïe. Vraiment, c'est inouï. Chez les poissons-manches, c'est plus... Les poissons-manches sont plus dans les sbroufs que les chirurgiens. Les chirurgiens ont jusqu'à un certain point les sbroufs. Je me fais gros, je me frotte à l'eau, on tournoie, on tournicote. Et puis, il y en a le dominé en fait se barre, va se cacher. L'autre retourne à ses occupations. 5 minutes après, les deux nagent chacun de leur côté. Et puis, ça y est, c'est oublié. Et à l'heure de la bouffe, vous mettez à manger, puis ils peuvent tout à fait être l'un à côté de l'autre à la gamelle. Hein. Donc, il n'y a pas, c'est pas forcément ça qui pose de gros soucis. Le gros souci, c'est l'évolution après dans l'aquarium, parce que un poisson de 15 centimètres qui va rester à 15 centimètres, puis un poisson de 12 centimètres qui va faire 20 centimètres, quand il arrive à l'adolescence, quand il arrive et qu'il va, et ben d'un seul coup, attention, il va aller provoquer le boss qui était là avant, qui était plus grand, et là, ça peut tourner au carnage. Ce sont des cas qu'on explique très peu, parce qu'en général, des cohabitations longues se passent pas trop mal quand tous les poissons ont été mis ensemble enfants, jeunes, juvéniles, pardon. Euh, ils mènent leur vie ensemble. Mais par contre, après, ça va être très compliqué d'ajouter des nouveaux. Si vous avez, qu'est-ce que je pourrais dire, vous avez 300 piges dans un bac de 2 mètres de long, ça se passe super bien, vous en perdez un au bout de 10 ans, vous voulez remplacer, vous en mettez un nouveau, et les deux autres, ils vont lui faire la peau. Et vous pouvez même avoir le gros chirurgien qui est le master du bac, ou le gros ange, qui va aller lui péter sa gueule, parce que lui, il aime la paix. Vous voyez? Et c'est pas rare dans les aquariums de voir le boss du bac qui régule les tensions entre les autres poissons et qui vient par sa stature dire bon là vous avez fini de jouer les gosses, ça y est, c'est fini là maintenant. Sinon toi je t'attrape et puis bon. Et quand ça se produit, en général c'est efficace. Certains poissons sont très réputés pour le faire, comme l'impérateur. Certains anges vont pas hésiter. Le Pomacanthus annularis, Pomacanthus parus, qui peut, s'il n'est pas avec un autre ange plus puissant, on va dire, comme l'impérateur, si vous mettez les deux ensemble, l'impérateur aura le dessus 9 fois sur 10. Hein. Ce sont des stats à la louche. Hein. Sur le paru, comme il l'aura aussi sur les Oxyphipops, parce que bah forcément le machin déjà il fait voilà, il peut faire 25 de haut quoi. Donc le Xantho par contre peut devenir gros et peut devenir aussi très mauvais. Donc le Xantho, il est assez particulier parce que de mon expérience, il devient plus agressif, moins timide, plus esprit Mustang, hein, sauvage, euh, à partir de 20, au-delà de 25 centimètres quoi. 30 centimètres. Là, il devient une brute. Donc, c'est variable selon les espèces de poissons. Et ces choses-là, bon bah voilà, là vous avez l'info que je vous transmets, mais vous lirez sans doute pas. Je pense pas que vous lirez ça quelque part. Ce sont pas des infos qui sont généralement transcrites ou transmises. Les évolutions dans le temps des poissons, comme certaines demoiselles qui sont super gentilles pendant très longtemps, et puis qui d'un seul coup deviennent des tueurs, quoi, des tueurs. Et une demoiselle, elle vous empêchera de... Vous mettez un Valenciennes, elle lui fait la peau, vous mettez un petit chirurgien jauni, elle lui fait la peau, vous mettez des némateleutrices, elle leur fait la peau, etc. Hein, vraiment des tueurs. J'en ai vu, depuis que je fais de l'aquario et que je parle avec vous, les amis, j'en ai vu un certain nombre qui, malheureusement, ont fini là où vous imaginez,
euh, dans les toilettes. Donc, ce que je n'approuve pas forcément, mais enfin, qui est une réalité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, alors oui, alors donc après, donc dans l'aquarium, certains poissons vont s'habituer relativement vite en fait à leur statut. Vous les avez mis dans la bonne niche. Vous leur avez mis la, la casa au bon étage. Il n'y a pas de surpopulation. Le boss, tout le monde reconnaît le boss. Vous avez un gros qui est le boss. Hein, et dans un bac, c'est indispensable. Il vous faut un gros qui est le boss. Euh, il est le ciment en fait de la société des poissons qui sont après dans votre aquarium. Euh, il vous faut deux ou trois lèche-culs du boss. Si vous avez, voilà, bon, moi je prends le cas bon, j'avais un bac de 1000 litres là, mais et vous êtes un certain nombre ici à avoir des bacs de plus de 500 litres. Donc, si vous avez deux chirurgiens, trois chirurgiens, un kétodon plus par exemple, qui va être un poisson-ange qui n'atteindra pas de taille importante. Tiens, j'ai plus les coms, excusez-moi les gars. Hein. Le Xanthurum, bah le Xanthurum, tiens, ouais, non, je viens de voir, j'aperçois. Je passe, j'ai pas le temps de lire, hein, je suis désolé, j'avance dans mon truc. Le Xanthurum, c'est un poisson mauvais. Hein, c'est pas un poisson gentil du tout. C'est un poisson mauvais. Et il va être gentil pendant un certain temps, et puis plus il vieillit, et plus il devient caractériel. Il faut donc faire très attention. Il y aura des exceptions. Il y aura des bacs où tous les poissons en fait ont grandi ensemble et où il n'y aura pas de friction terrible, mais, des xanthurums assassins, dans les magasins, même avant, on en récupérait, hein, parce que les gens, ah ouais, alors l'autre il m'a tué deux poissons, il est fou. Bon, oui. C'est un petit peu comme le soal. Voilà. Quand vous comparez, vous avez, alors il y a toujours des cas exceptionnels, des bonnes pâtes, des placides, bon. Mais est-ce qu'on peut faire une généralité quand vous achetez le poisson grand comme ça et que vous le mettez dans votre bac et qui va devenir comme ça, que ça rentre même pas dans le téléphone, d'accord? Là, c'est plus du tout la même bête. Et le soal, à partir de 22-23 centimètres, je peux vous dire que c'est plus le même poisson. Hein. Son adolescence, pareil. Hein. Voilà, bah ouais, voilà. Ouais, il y aura des exemples, hein, forcément, de ce genre de choses, parce que les poissons ce qui est aussi notre problème, c'est qu'en fait, à partir on monte un aquarium, on monte une population, et on voit bien que bah, il y a des poissons qui tiennent, des poissons qui tiennent pas, des poissons qui s'entendent, des poissons qui s'entendent pas du tout. Bon, alors là, on les enlève tout de suite. Puis après, euh, oui, voilà, bien sûr que c'est très dépendant du volume du bac, c'est très dépendant du décor du bac. Et si chaque poisson a bien sa niche, et que quelquefois, quand on a des chirurgiens, par exemple, bah, il n'est pas idiot d'avoir plus de niches que de chirurgiens, hein, pour qu'il puisse y avoir des mouvements quand un poisson devient plus dominant. Et ce cas-là se reproduit en cascade. C'est-à-dire que si dans un bac vous avez 5 chirurgiens, il va y avoir le boss, le prétendant du boss, le lèche-cul du lieutenant, et puis le lèche-cul du brigadier. Hein. Donc en fait, euh, dans le lot, il y a Johnny la malice, hein, et puis il y a aussi le petit fourbasse qui attend qu'une seule chose, c'est que l'autre soit un peu affaibli pour lui prendre sa place. Donc, dans l'histoire de l'aquarium, sur des années, des trucs 8 ans, 10 ans, 15 ans, ça arrive, ces choses-là. Et on vous le raconte pas. Et bah, je trouve ça bien dommage parce qu'on devrait avoir beaucoup plus de témoignages de gens qui ont des poissons pendant 15 ans. Voilà, ce qui prouve qu'il y a quand même une misère dans ce qu'on vous apprend de l'aquariophilie aujourd'hui. C'est pas normal qu'il y ait autant de macabées. C'est pas normal. On devrait avoir nos poissons 20 ans, 30 ans, 35 ans, et c'est absolument pas normal qu'ils crèvent à 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Et qu'on les voit même pas adultes, en fait, dans beaucoup de bacs.
Alors, je suis pas d'accord avec toi, les coraux, ils ont une relation avec les soigneurs, parce que le soigneur est un jardinier. Et en fait, il conçoit son aquarium comme un jardin. Et en fait, c'est juste une question de sensibilité. C'est comme les gens qui ont la sensibilité avec les oiseaux et qui détestent les poissons. Et tu leur poses la question, ils savent même pas pourquoi d'ailleurs, au final. Hein. Le courant passe. Euh, on voit bien, il y a des gens qui ont vraiment la fibre avec les coraux. Même ils n'ont pas de cours, ils ont pas beaucoup de connaissances en aquario. Ils apprennent quelques principes et avec ça, ils font des magnifiques jardins avec des chimies assez évoluées qu'ils ont construit dans leur tête, quoi. Et j'en ai connu plusieurs à l'époque où c'était pas, où il n'y avait pas beaucoup de savoir en fait transmis en ligne. Aujourd'hui, il y en a trop. Donc voilà, on peut faire un loto si vous voulez, mais bon, voilà pour ça. Hein. Ce qui est très intéressant, donc ce sont justement ces évolutions qui peuvent euh, s'accomplir dans l'aquarium de transformation de la population, transformation lors des accouplements, etc., etc. Alors là, on est dans, je veux revenir à mes gazelles parce que je voulais vous le caser, je voulais vous le caser depuis tout à l'heure. Nos gazelles, nos poissons timides, nos poissons chiants. Ne croyez surtout pas que parce que vous les avez mis dans cette petite boîte-là, ils sont acclimatés. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? Ça m'est arrivé de m'engueuler avec des gens parce qu'ils parlaient de l'acclimatation, ils ne parlaient que de ça. La chimie entre le sac et l'aquarium. Mais l'acclimatation, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans dans l'aquarium. Après le petit bac pendant 1 mois. Voilà, des poissons chiants, c'est ces 2 ans avant que ils se sentent en confiance, vraiment. Voilà. Et chez le Achille, par exemple, eh bien, c'est très fréquent. Malheureusement, je pourrais pas vous dire que c'est très fréquent, puisqu'en fait, la plupart sont morts avant 2 ans. Parce que les gens n'auront pas compris que euh, ces poissons-là sont en acclim pendant largement 1 an. Largement 1 an. Voilà. Et que pendant 1 an, ils sont toujours avec les oreilles comme ça, les yeux comme ça, et que dès qu'il se passe un truc, bam, 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 et point blanc. Bon. Et ils ont 50 fois les points blancs. Donc, ce sont des choses qui sont pas faciles à gérer, et comme j'expliquais, voilà, moi je déconseille, si vous n'avez pas 7 ans, 10 ans d'expérience des poissons, de, euh, de faire du Achille. C'est un poisson difficile, qui nécessite un pH toujours au-dessus de 8, euh, une alimentation fréquente, bien équilibrée, qui est fragile, pareil au niveau intestinal, qui est capable de faire des occlusions si on le nourrit trop avec de la nourriture sèche. Donc ce sont des poissons qui demandent des soins. Et ce que vous pouvez apprendre tranquillement avec un autre aquanture qui va être plus facile et pas si simple, comme le loco, hein, bah, vous apprenez avec le loco. Et puis une fois que vous savez avec le loco, vous trouverez plus toujours quelqu'un qui pourra être intéressé dans votre entourage par un beau leucosternum de 25 cm. Hein, pour vous essayer à l'Achille. Ou alors vous avez le volume. Mais qui a le volume pour maintenir ces poissons-là sans que ça frite? Parce que, à l'idéal, bien sûr, si vous voulez qu'ils vivent ensemble, eh ben, il faut les mettre dans une très très courte période et le mieux c'est même de les mettre ensemble. Hein. Donc moi j'ai fait l'expérience, j'avais 3 Achilles avec un azo et un Glaucopareus, voilà, et ça se passait très bien. Voilà. C'était pas dit que ça allait très bien se passer dans un plus grand volume. Ils étaient dans un 260 litres pour l'acclimatation. Mais ça se passait très bien. Voilà, la rencontre avec Monsieur Xanturam ne s'est pas très bien passée d'ailleurs, vous voyez. Donc en fait, parce que le Xanturam, il m'en a fait un, il a fait la peau
d'un DHI direct dans les 12 heures qu'on suivi l'introduction, quoi. Alors que je les ai introduits après dans le 1000 litres, hein. J'ai introduit d'abord les fragiles, puis après j'ai mis les gros mastards. Donc ma Mamat Desjardini, qui était déjà comme ça, hein, et puis le Xanturum que j'avais acheté 2 mois avant, 3 mois avant, qui faisait plus de 15 centimètres. Donc évidemment, des engins comme ça, voilà, je me disais, bah ça va passer dans 1000 litres. Bah non, ça passait pas. Et l'effet de banc ne s'est pas créé. Voilà, donc bah, c'est comme ça la vie, hein, elle est douloureuse. Voilà, bon, je sais pas, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que je peux vous expliquer sur l'acclimatation pour nous, aquariophiles. Ça vous va, ça vous convient? On va peut-être arrêter là pour ce soir. Pas trop tourner en rond. Si vous avez des questions, pourquoi pas, je veux bien faire une demi-heure de rab. Mais dans ce cas-là, vous me dites. Sinon, bah, en questions-réponses, qui seront pas forcément mises d'ailleurs à la vidéo sur YouTube. Mais c'est vous qui me dites. Ok, donc à acclimater un Shelmon, bien sûr. Bah si tu veux, oui, je t'en parle. Le Shelmon est un très bon exemple de poisson qui peut être très chiant et mais vraiment, vraiment quoi, vraiment très chiant. Et c'est un bon exemple parce qu'en plus c'est totalement inégal. Il y en a, ils mangent tout de suite, puis d'autres, bah ils mangeront jamais. Donc ça peut arriver, hein. Bah oui, hein. Bah tu vois, voilà, tu vois, je m'inspire de choses. Là, c'était une histoire fraîche. On essaye aussi de renouveler un peu le stock parce que les gens vont dire ouais, Fredo, il radote, il nous rabâche les mêmes choses. Ah, vous l'avez vu. Ne me dites pas que vous l'avez pas vu cette putain de petite boîte. Alors le refuge, Philippe, on en reparlera. J'aborde le truc. Alors je sais plus si c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc bah, je vous retrouve. Vous me laissez là 5-10 minutes le temps de refaire mon maquillage et puis je reviens pour un petit question-réponse sur l'acclimatation poisson par poisson. Euh, Puis bah voilà, je vous dirai en tout cas ce que je sais, hein. Donc à tout de suite les mecs. Ah, pour faire qui sort en plume, bah oui, bah ça je vais pouvoir te donner des trucs. Tu reviens dans tu reviens dans je sais pas, je reviens dans 10 minutes, hein? Je reviens dans 10 minutes, le temps de... Voilà, hein. Et puis, ok, ça marche. À tout de suite, les gars. Bonne soirée à vous.